Et depuis 2009, elle a sommeillé, en tout cas, elle a ronflé, je dirais, dans son petit siège, à l'abri des regards, dans un quartier assez connu de la capitale, à Mutuelleville. Et donc personne n'en a jamais entendu parler, ou presque pas. Et le constituant de 2014 a retravaillé sur cette question. Il était question à un certain moment qu'elle soit parmi les 5, donc c'est la 6e instance, mais bon, ça ne s'est pas concrétisé. Et dans son article 24, la Constitution, maintenant, dispose que l'État protège la vie privée des Tunisiens, donc des individus, et, entre autres, avec la protection de la correspondance, secret de la correspondance, etc., et des données personnelles. Et donc, c'est une preuve supplémentaire de, en tout cas, l'intention constitutionnelle sur cette question-là. Donc, moi, je ferai les développements sur 2 axes, si vous le permettez. Premièrement, je vais démontrer que la consécration constitutionnelle, puisqu'on est en train d'évaluer la Constitution, et donc c'est notre travail aujourd'hui, ou le but, en tout cas la finalité de notre rencontre, que la consécration constitutionnelle, en tout cas, reste en quelque sorte suspendue dans un texte sans effet sur le vécu tunisien. C'est le premier constat que je fais, un peu amer, il faut le dire, mais c'est le cas. Deuxièmement, je considère que l'effectivité de la protection est, hélas, pour la Tunisie qui ne s'en rend pas compte, des Tunisiens qui ne s'en rendent pas compte, est un impératif, au-delà de l'impératif juridique, est un impératif économique qui doit donc conduire à la prise de décision et donc à une volonté politique indiscutable. Ce qui n'est pas le cas, on le verra. Donc le premier constat, c'est que malgré ces textes, malgré que la Tunisie a été le premier État africain, le premier État dans la région MENA à avoir une consécration constitutionnelle et un texte protecteur des données et une instance, rien ne se fait. Est-ce que la Constitution de 2014 va changer les choses? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, l'État est, le moins que l'on puisse dire, est un État inquiétant concernant la protection des données personnelles. Quand j'en parle avec des auditeurs qui viennent de l'Europe continentale, qui savent très bien ce que veut dire, puisque c'est des questions qui ont été débattues en Europe et sur lesquelles il y a eu une évolution assez importante, quand je parle avec eux, ils me comprennent. Quand je parle avec mes compatriotes sur cette question-là, c'est une question qui est relativement nouvelle, qui n'est pas très connue et qui mérite quand même qu'on en parle. Pour mettre la question dans son contexte, aujourd'hui, les États ne peuvent plus vivre en autarcie, c'est une évidence, même une palissade. Les États vivent dans un monde qui est numérique, qui est mondialisé, où le transfert des informations se fait à une vitesse extraordinaire, et donc il faut prendre la décision, ou en tout cas faire ce constat général, qu'on ne peut plus vivre comme au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle. Nous sommes dans un nouveau siècle où il y a des impératifs qui s'imposent à nous. Et pour pouvoir tirer profit de cette technologie et de cette nouvelle manière de communiquer, etc., sans porter atteinte aux droits et libertés des individus, qui est une préoccupation première, bien sûr, il faut que les États puissent mettre en place une protection qu'on dénomme comme étant une protection adéquate, une protection suffisante concernant la protection des données personnelles pour pouvoir être dans la famille des États protecteurs et pour que les échanges entre les États et entre les différents territoires des États, en ce qui concerne entre autres les données personnelles, soient possibles. Et donc cette protection adéquate, la Tunisie ne l'a pas. Malgré tout ce qu'elle a essayé de faire les années précédentes, on est encore classé comme un État qui n'a pas de protection adéquate, dit un MapMonde interactif qu'a mis en place l'autorité de protection française. C'est un État qui, malgré sa loi et malgré son autorité de protection, n'a pas de protection adéquate. Et donc, je vous le disais, ce n'est pas la Constitution qui peut changer les choses. Alors, ce constat inquiétant, je pense qu'il découle en tout cas, de 6 éléments sur lesquels je vais essayer de parler de manière assez télégraphique, vu le temps qui m'est imparti, parce que je m'oblige quand même à terminer dans les 15 minutes. Premièrement, en Tunisie, et on a fait un sondage d'opinion en avril 2016 en ce qui concerne la culture qui est auprès des Tunisiens et Tunisiennes concernant la protection, c'est vrai qu'on s'attendait quand même à des chiffres grosso modo, en tout cas, assez connus, prévisibles, mais pour moi, personnellement, ça a été un choc.
Les Tunisiens, d'après ce sondage d'opinion qui est sur le site de l'instance d'ailleurs, 50% des Tunisiens ne savent même pas ce que veut dire une donnée personnelle. C'est rien du tout. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Déjà, on voit le tableau se dessiner. Deuxièmement, sur les problématiques concernant les données personnelles, quand on pose au moins 2 questions, le sondage est beaucoup plus élaboré que ça, mais déjà sur 3 questions, je dirais, ou 2 questions essentielles qui concernent les données personnelles et les violations possibles de la protection des données, eh ben, les Tunisiens sont dans une situation pas seulement d'absence de culture, mais d'irresponsabilité flagrante et inquiétante. Quand on dit aux Tunisiens, vous recevez tout le temps des SMS de marketing commercial, etc. sur votre téléphone. Est-ce que ça vous dérange ou pas? 60% disent que ça ne les dérange pas, qu'ils les effacent tout simplement. Ne voyant pas derrière qu'il y a une violation de leur vie privée et que c'est quelque chose de très très grave. Quand on pose des questions aux Tunisiens, est-ce que la prolifération des caméras de surveillance partout en Tunisie, est-ce que ça vous dérange ou pas? 94%, ça ne les dérange pas. C'est chiffré, on a les chiffres. Moi je dis, c'est quelque chose, bon alors si vous voulez exactement, ça ne les dérange pas 94%, ça les dérange légèrement 3,4% et ça les dérange énormément 2,3% des personnes sondées. C'est un groupe de 2000 personnes sur les répartitions de l'INS connues, etc. Donc, culture inexistante. Construire sur quoi? Je ne sais pas. Deuxième point qui est inquiétant, c'est cette loi existe depuis 2004, les gens ne la connaissent pas. Je vais vous étonner, laissons de côté les magistrats administratifs pour une raison bien déterminée, mais la magistrature ne la connaît pas. Les députés ne la connaissent pas. Les décideurs administratifs ne la connaissent pas. Personne ne la connaît, cette loi. C'est une loi de 105 articles dans laquelle il y a 18 articles qui sont des articles à caractère pénal. Moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler d'une décision où le juge a utilisé cette loi. S'il y en a, je serais très heureux de voir ça. Alors, le respect de la loi commence par chaque fois qu'on fait un traitement de données personnelles, chaque fois qu'il y a une société, qu'il y a une entreprise, qu'il y a une structure publique qui commence à traiter les données des personnes, des clients, des citoyens, il faut préalablement à tout cela faire une procédure auprès de l'instance pour déclarer ce traitement ou alors demander une autorisation dans certaines situations. Je ne vais pas, bien sûr, faire le tableau de toutes les obligations qu'il y a là-dessus. Et donc, on peut mesurer à peu près le respect de la loi déjà par le nombre de dossiers qui ont été soumis à l'instance. Alors, tenez-vous bien. Le premier mandat 2009-2011, il y a eu 380 dossiers seulement de soumis à l'instance. Pendant 3 ans. Le deuxième mandat 2012-2014, 343, on les a encore diminués. Et on est arrivé en décembre 2015, jusqu'à aujourd'hui, on en a eu 1927. Une totalité de 2650. Donc on était dans une moyenne de 10 dossiers par mois, on est dans une moyenne, aujourd'hui, le premier trimestre 2017, on est à une moyenne de 130 dossiers par mois. Vous allez me dire, mais pourquoi cela? Parce que tout simplement, les 2 premiers mandats de l'instance ont été gérés de telle façon que l'instance n'était pas proactive. Elle n'allait pas vers les citoyens. Elle était cloîtrée dans son siège. S'il y avait des gens qui arrivaient, on traitait leur dossier. S'il n'y avait personne, ben c'est tant mieux. Et donc, bien sûr, c'était exactement cela. Couplé au non-respect de la loi, c'est qu'il n'y a aucune sanction qui va avec. Donc, puisqu'on est dans une société où il y a une consécration constitutionnelle, une loi avec 18 articles à caractère pénal et privatifs de liberté, et que personne ne respecte, on doit s'attendre à ce que tout le monde soit en prison. Ah ben, rien. Zéro pointé. Aucune action en justice. La première action en justice, malgré le fait qu'il y ait une obligation légale dans le texte qui dit chaque fois que l'instance découvre une violation de la loi, elle doit en informer le procureur de la République compétent. Aucune saisie d'aucun procureur sur cette question pendant 6 ans. La première fois qu'on a saisi le procureur de la République, ça a été le 15 juin 2016. On lui a envoyé 14 dossiers. 14 dossiers de structures assez lourdes, je dirais, parmi lesquelles il y a les 2 caisses de sécurité sociale, il y a notre fournisseur national d'électricité et de gaz, le transporteur aérien national, etc., etc.
juin 2016, comme on dit en tunisien, la hayat liman tunadi, personne ne répond présent, je ne sais pas où se trouvent exactement tous ces dossiers. Couplé encore à cela, quatrième point, c'est qu'on a créé une instance qui est sous la tutelle d'un ministère. Et donc une structure qui n'a pas l'indépendance nécessaire. C'est vrai que quand j'ai accepté ma fonction, j'avais dit, c'est dommage qu'il ne soit pas là, mais il nous rejoindra demain. Monsieur le ministre, quand il m'a proposé ce poste-là, je lui ai dit, j'ai une seule condition. Il m'a dit laquelle? Je lui ai dit, je ne référerai jamais au ministère, je travaille comme une autorité indépendante. Il m'a dit, ok. Et tous les ministres de la justice qui sont passés n'ont jamais, en tout cas attendu à ce que je réfère donc au ministère pour ça. Aujourd'hui, on est sous la tutelle du ministère chargé des droits de l'homme. Idem, première réunion avec le ministre dès qu'il a été nommé, je lui dis, moi je ne mettrai jamais dans mes lettres à tel ministère sous couvert du ministre. Je travaille de manière indépendante et j'agis d'ailleurs et je parle comme une autorité indépendante. C'est effectivement ce que je suis en train de faire, mais en tout cas, dans les textes, je suis sous la tutelle, on est sous la tutelle. C'est une autorité indépendante sous la tutelle d'un ministère, au moins sur le plan financier. Cinquième point, moyen au-delà de rudimentaire. Elle parlait de coquilles vides, elle avait entièrement raison. C'est une instance qui aujourd'hui, au point de vue administratif et ressources humaines, on a exactement 6 agents, 3 fonctionnaires et 3 ouvriers. Et les personnes qui sont chargées de faire le traitement de ces 450 dossiers du premier trimestre 2017, c'est une personne qui les a faites, avec mon aide bien sûr. Donc c'est quelque chose d'inadmissible. Sur le point des moyens, alors j'ai un tableau, je voulais vous faire l'affichage, etc. Quand on voit les budgets des différentes instances de protection, je laisserai de côté celle européenne, il faut rester dans la limite, ou en tout cas dans la barre de ceux qui nous sont plus proches. Le Maroc, il a quelque chose comme un budget équivalent à plus de 20 fois le nôtre. Le Sénégal, il a un budget de 305 000 €, 350 si on voulait traduire, à peu près 1 milliard de dinars de millimes tunisiens. Nous, notre budget est de 230 millions. Bien. Ça m'a fait arriver donc à mon deuxième point que je vais essayer de terminer le plus rapidement possible. C'est la protection des données en Tunisie, obligation constitutionnelle, requiert des actions. Des actions surtout en face des impératifs ou en tout cas des dangers qui menacent la vie privée des individus. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? Eh bien, je pense que la première action a été d'essayer de développer la culture. Et donc, on a contacté le ministère de l'Éducation pour introduire cette question dans les programmes d'enseignement, mais là aussi, abonné absent, parce qu'il n'y a aucune prise de conscience. Vous imaginez que nulle part il y a dans notre cursus, de la première année du primaire jusqu'au diplôme universitaire, y compris pour les médecins, les technologues, les ingénieurs en informatique, les juristes, etc., il n'y a un cours d'1 heure sur la protection des données personnelles. Comment voulez-vous qu'un magistrat, ou demain qu'un ingénieur qui fait des programmes informatiques puisse avoir, ou un médecin qui traite des données personnelles de santé, puisse avoir ce souci? Deuxième action que j'ai considérée comme étant prioritaire, c'était qu'on puisse adhérer aux textes internationaux de protection des données personnelles pour essayer de hisser la Tunisie à un niveau de protection réel et avoir des obligations internationales sur ce plan. Et c'est pour cela, j'ai été nommé le 5 mai, monsieur le ministre à cette époque-là, c'était monsieur Mohamed Salah Ben Issa, il m'envoie un courrier le 7 mai, 2 jours après, il me dit votre cadeau de bienvenue. C'était la demande de la Tunisie pour adhérer à la Convention 108 du Conseil de l'Europe sur la protection des données personnelles. On a entamé cette procédure à partir du 7 mai de la demande du ministre. Le gouvernement tunisien dépose la demande en juillet 2015 devant le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe invite la Tunisie officiellement à adhérer à la convention, qui est une convention du Conseil de l'Europe, mais ouverte aux États tiers, bien sûr. Vous l'avez sûrement compris. Donc, invite la Tunisie le 2 décembre 2015. Depuis le 2 décembre 2015 jusqu'à mars, le ministère des Affaires étrangères ne fait même pas un courrier de remerciement au Conseil de l'Europe, diplomatique. Et ne prépare même pas une loi de ratification à article unique qui dit la République tunisienne ratifie la Convention 108 et son protocole additionnel 181.
C'est moi, président de l'instance, qui prépare le projet, qui l'envoie en mars au ministère des Affaires étrangères, et en juin, juillet, etc. Où en est le projet? Quelle est la réponse que j'obtiens? Je le dis, je suis désolé devant nos amis étrangers, on a perdu le dossier. Et il a fallu que je voie le chef du gouvernement le 12 octobre pour lui dire, monsieur le chef du gouvernement, il y a problème. Il me dit quoi? Je lui dis, la convention 108, il me dit, excusez-moi, quelles sont les répercussions financières de cette adhésion? Je lui dis 0 milli. Il dit, alors quel est le problème? Je lui dis, le dossier, je l'ai envoyé depuis mars, il est perdu aux affaires étrangères. On téléphone une semaine après, on dit, le dossier qui est perdu aux affaires étrangères est arrivé sur le bureau de monsieur le chef du gouvernement. Il a signé dessus. Il a dit sans objection. Et quand est-ce qu'on a eu le passage du Grand Conseil de ministres de la loi de ratification, qui est un article unique? Le 27 février 2017. Le 9 mars, ça passe à l'Assemblée bien sûr, et ce vendredi, j'ai une audition devant la Commission des droits et des libertés pour l'adhésion à la Convention 108. My God. Il faut un mandat de 20 ans pour ça, à ce rythme-là. Et le problème, c'est que quand on a ratifié la Convention 108, c'est pas terminé. Il faut faire évoluer la législation tunisienne de protection au niveau européen, qui est la norme. Sauf que quand on a commencé à réviser la loi de 2004 pour qu'elle soit conforme à la Convention 108, il y a une autre tuile qui nous est tombée sur la tête. Parce que l'espace européen en matière de protection ne se contente plus de la Convention 108. Ils ont dépassé ce niveau-là. En avril 2016, ils ont adopté un nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Et c'est un pavé de 200 pages. Alors je me suis dit, réviser la loi de 2004 pour l'avoir en 2018, pour qu'après le règlement soit d'un autre niveau, allez, il faut réviser la loi à la lumière de nouveaux règlements européens. Impossible. Donc qu'est-ce que j'ai été obligé de faire? Eh bien, j'ai concocté une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi, qui va faire 212 articles et non plus 105 comme à l'actuel, eh ben, je l'ai remise officiellement au ministre chargé des droits de l'homme début mars 2017. C'est ça la situation. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a des espoirs? Bien sûr, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est vrai que des textes ne font pas le printemps comme je l'ai dit, mais il y a des actions à faire, et à commencer effectivement par demander à ce que ce développement de la culture, surtout parce que c'est le plus important. Vous savez, si je pouvais vous afficher le tableau, depuis le début du fonctionnement de l'instance, c'est-à-dire depuis 2009, il y a eu 56 plaintes de citoyens. C'est tout. La CNIL française, elle a quelque chose comme 7000 plaintes par an. Vous me direz, c'est pas la même population. Non, mais c'est parce qu'il y a une culture derrière. Les gens qui reçoivent un SMS et qui n'ont jamais donné leur autorisation pour recevoir des SMS doivent porter plainte. Personne ne porte plainte. On est en train de développer une application Android et de téléphonie, en tout cas et sur iPhone aussi, pour que les gens puissent porter plainte directement auprès de l'instance à travers cela. Mais bon, là aussi, c'est une grande question. Alors pour conclure, moi je dis, eh oui, ça ne fait pas le printemps, mais il est nécessaire et impératif pour la Tunisie de pouvoir rehausser le niveau de protection. Pas parce que c'est un droit qui est reconnu dans la Constitution. C'est vrai que je suis un droit homiste et que je défends ces questions-là pour le fait de défendre des droits humains. Mais au-delà de cela, je dis c'est un problème économique pour la Tunisie. Parce que ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'en mai 2018, quand le règlement européen sera entré en vigueur, il n'y aura plus aucun transfert possible vers la Tunisie parce que la Tunisie n'aura pas une protection adéquate. Vous allez me dire alors, quelle est la catastrophe? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que nos 500 centres d'appel, par exemple en Tunisie, qui travaillent avec les données personnelles qui nous arrivent de l'étranger et à 80% de l'Europe, eh bien, ils ne pourront plus avoir de matières premières pour fonctionner. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va avoir quelque chose comme des milliers de familles sans emploi et donc sans revenus. Je ne parlerai pas des banques, je ne parlerai pas des assurances, je ne parlerai de rien d'autre. C'est une catastrophe. Et tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il ronfle. C'est ce que je suis en train de dire. On a des citoyens irresponsables, on a des décideurs, excusez-moi le terme, ignorants sur cette question-là et qui n'entendent pas, des autistes, et on va devant des problèmes énormes. Je n'arrête pas de le dire. Il y a une semaine, je suis passé à la télé, je m'entendais parler et je me disais, tu exagères.
arrête. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne sais pas, cette inconscience et cette nonchalance, où est-ce qu'elle va nous faire aboutir? Moi, je dis, à rien de beau. Et je ne pense pas, en tout cas. Toutes les saisons se valent pour moi, mais notre printemps, en tout cas, va être vraiment hivernage. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, merci beaucoup. Et bien, décidément, c'est une